à tous. Merci pour organiser cette petite réunion. Je suis tellement ravie de pouvoir parler avec vous et vous me dites si la connexion est mal et si vous n'entendez pas bien, je vais répéter. Mais maintenant, euh, nous sommes avec les hier. Nous avons eu aujourd'hui, en effet, la session du Parlement et euh, c'est pas normal pour nous d'avoir cette session au centre de la ville où il y a la guerre, il y a le bombardement et il y a les sirènes partout, trois fois par jour, trois fois par nuit exactement. Et en plus, mais c'est très important pour les Ukrainiens de voir le Parlement fonctionne comme normal, même si c'est pas vraiment normal, mais oui, c'est très important pour nous de les faire fonctionner et de se réunir à Kiev, au centre de la ville, parce que, en effet, Poutine et la propagande russe a dit plusieurs fois que les membres du Parlement se sont partis, que le président n'est pas ici, ils ne sont pas à Kiev, ils sont en Pologne, en France, en Monaco, en Canada, je ne sais pas. Mais en effet, on a eu plus que la majorité constitutionnelle aujourd'hui pour voter des lois importantes pour la situation de guerre et pour notre militaire et pour aide humanitaire, etc., etc. Nous sommes dans le 28e jour de la guerre, c'est-à-dire que c'est presque un mois, c'est un mois. Je peux vous dire que c'est vraiment choquant pour moi que on a passé un mois dans cette situation de guerre, d'agression de Poutine, de catastrophe humanitaire dans ce temps de ville. Et bien sûr que la situation est grave, mais notre défense est aussi très préparée de nous défendre, de défendre notre vie, notre ville, notre village, notre territoire et notre terre. En effet, Poutine a eu un plan et nous avons vu l'information que a monté ce plan au premier jour de la guerre. Le plan était de faire la guerre vite, le Blitzkrieg, comme la Deuxième Guerre mondiale, pour le Hitler. Et le plan était d'avoir le parade de victoire à Kiev pour le deuxième ou troisième jour de la guerre. Mais bien sûr que ils n'ont pas réussi. Et maintenant, au 28e jour de la guerre, le Kiev est toujours ukrainienne et je suis sûre que le Kiev va rester ukrainienne. Mais Poutine maintenant a commencé d'utiliser la stratégie de terre brûlée. Je pense que ça, c'est vraiment le terme pour le français. Et c'est-à-dire que parce qu'il ne pouvait pas utiliser la guerre vite et prendre la capitale et prendre le centre régional de l'Ukraine vite, maintenant il utilise la terre brûlée, la catastrophe humanitaire. Peut-être vous avez vu les images horribles de Mariupol. C'est une ville au sud et l'est de l'Ukraine. C'est une ville isolée complètement du monde entier. Il est détruit pour 90%. C'est plus que même Aleppo a été détruit. C'est super choquant pour nous de voir les images de Mariupol. La maternité a été bombée à Mariupol. Peut-être que vous avez vu déjà les photos, c'était partout. Beaucoup des enfants se sont morts et Poutine a fait vraiment à faire bomber les hôpitaux, les écoles maternelles, les maternités, etc., etc., pour créer la panique et pour créer les catastrophes humanitaires en Ukraine. Maintenant, nous sommes au Kiev et 30 km du mois, à peu près 30 km au nord. Les petits villages près de Kiev se sont occupés aussi par les Russes. On a eu succès de faire les couloirs humanitaires pour faire sortir les gens de cette petite ville, les petits villages. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de cas de violence contre les femmes, beaucoup de cas de violence contre les enfants, etc., etc. Plus que 120 enfants ont été tués pendant 7 mois de guerre. On a eu plus de populations civiles mortes qu'on a eu le personnel militaire. Et ça, c'est vraiment choquant parce que ce sont les enfants et les femmes qui souffrent le plus, malheureusement. Poutine a aussi utilisé l'armée chimique. Ça, je pense que c'était aussi sur les nouvelles. Hier soir, Poutine et les soldats russes ont utilisé aussi les bombes au phosphore blanc. C'est quelque chose qui est aussi comme les armées chimiques
c'est aussi très interdit par les conventions de Genève, par tous les protocoles, pour toutes les conventions de guerre. Mais malheureusement, le droit international ne marche pas pour Poutine et ne travaille pas pour le Poutine comme le droit international humanitaire. En effet, moi, j'ai fait les études il y a longtemps en France, au Panthéon 1, Paris-Sorbonne Panthéon 1 pour le droit international, et c'est choquant de voir comment tout ça ne marche pas pour le Poutine. Et bien sûr que nous pouvons vous donner plus d'informations que vous avez besoin, mais juste une autre chose que je voudrais dire avant de passer les mots à Lesia, et que c'est très important pour nous de ne pas juste avoir les supports de France, parce que nous avons beaucoup de supports, et nous avons beaucoup de soutien, et nous avons beaucoup de l'aide à partir aux réfugiés et à l'aide humanitaire, etc., de partir de la France et des autres pays de l'Europe et des autres pays du monde. Mais maintenant, c'est très, très important de passer Poutine à isolation complètement économique, sociale, culturelle, parce que les crimes de guerre qu'il a fait déjà, le génocide, et c'était vraiment un génocide de gens à Mariupol, des gens qui sont ukrainiens, qui parlent russe, de la majorité de qui parlent russe. Ça, c'est vraiment horrible de voir, et on a vraiment besoin d'isolation économique de Poutine. Et dans ce cas, il y a beaucoup de compagnies qui se sont sorties de la Russie, qui sont arrêtées ce business. Il y a beaucoup de 300 compagnies internationales, mondiales, qui se sont arrêtées le business pour maintenant, pour vraiment montrer au monde que c'est pas possible de faire le business avec le Poutine. Et la deuxième raison est parce que tous les taxes et tous les impôts qui se sont payés maintenant en Russie, c'est vraiment, ils viennent pour les bombes, pour les soldats, pour les armées, pour tout ça, pour tuer les enfants après en Ukraine, à Mariupol, à Kharkiv, au petit village près de moi, en effet, près de Kiev. Mais il y a certaines compagnies françaises qui ne sont pas sorties. Et pour nous, c'est très important de parler avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les expliquer que le business as usual et le business comme toujours, ce n'est pas possible avec la Russie maintenant. Je parle de compagnie Auchan, le roi Marlène, qui a dit quand même que il va s'élargir, ils vont s'élargir la production parce que Ikea, par exemple, est parti. Mais pour nous, pour les Ukrainiennes, c'est très difficile de comprendre, et vraiment nous demandons de les sortir de la Russie et arrêter tous les business, toutes les activités en Russie maintenant. Vraiment, c'est pas pour toujours, c'est maintenant pour faire isoler économiquement la Russie et pour ne payer pas le taxe pour les bombes qui vraiment touchent après les hôpitaux, les maternités, les écoles, etc., etc. Pendant 7 mois de guerre, je viens de voir les chiffres officiels, et c'est juste les chiffres officiels. J'ai peur que les chiffres actuels sont plus, mais pendant 7 mois de guerre, on a 554 écoles et universités détruites par les forces russes. Et vraiment, c'est pas quelque chose de militaire, c'est vraiment les écoles, les universités, etc. On a plus de 100 hôpitaux détruits aussi, beaucoup à Mariupol et au Kharkiv, avec les maternités à Mariupol, plus de 3700 bâtiments résidentiels détruits, et plus de 28 espaces de religion, c'est-à-dire les églises, les cathédrales, etc., aussi détruits et bombés. Maintenant, on a plus de 10 millions de gens qui sont déplacés. Ils sont les réfugiés ou les gens qui ne peuvent pas retourner à leur maison. Et ça, vraiment, c'est les chiffres choquants dans notre temps au centre de l'Europe. Mais ça, c'est qu'on fait. Et bien sûr que les Ukrainiens vont protéger et vont continuer à défendre notre vie, à défendre notre école, nos enfants, notre territoire et notre pays. Bonjour.
Je vais juste, parce qu'on est dans le même endroit avec Alona, je vais la demander de faire un petit peu moins son son. Merci. Euh, alors, c'est un plaisir d'être là avec vous et d'avoir cette opportunité de parler à vous et d'expliquer un peu la situation. Alona vous a donné un compte rendu de tout ce qui s'est passé en Ukraine pendant 7 mois, 7 mois absolument incroyables, très difficiles pour nous les Ukrainiens, qui ne se, vous savez, pour moi, j'ai jamais pensé que je vivrais en temps de guerre totale. Ma grand-mère, elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été évacuée de Kiev. Euh, Elle a après retourné à Kiev et a rebattu la ville entièrement qui était bombardée par les Allemands. Et quand elle me racontait ces histoires, je les écoutais, mais pour moi, c'était des histoires d'histoire qui devraient rester dans les livres d'histoire. Et donc, quand c'est arrivé à nous, le 24 février 2022, à 5 heures du matin, c'était vraiment choquant. Et c'est dans cet état de choc que nous, les Ukrainiens, on continue à vivre, mais surtout qu'on continue à nous battre pour notre liberté et aussi pour le futur de notre pays, pour nos enfants. Ce que fait Poutine à ce moment-là, son stratégie, c'est de viser les femmes et les enfants, la population civile surtout. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir une Ukraine indépendante et il ne veut pas voir un peuple fort ukrainien. Donc, il s'agit d'extermination d'un peuple de 44 millions. Et nous, les Ukrainiens, on sait bien que nous nous battons pour notre existence. Donc, c'est une question de vie ou de mort pour nous. Et c'est ça qui est la plus forte motivation pour nous lever chaque jour et pour continuer à nous battre contre la deuxième plus grande armée au monde et surtout une armée nucléaire. Moi, je vais vous dire mon témoignage, pas seulement comme députée, mais surtout comme femme et comme maman de 3 enfants. Le 1er mars, dans le 5e jour de guerre, j'ai dû renvoyer mes enfants et depuis, je suis séparée d'eux. Pourquoi je l'ai fait? C'était vraiment une décision très difficile, mais j'ai dû la faire parce que j'ai donné la vie à mes enfants pour qu'ils vivent. Et c'était vraiment insupportable de les voir, de les voir, de les voir devoir se réveiller pendant la nuit quand il y avait les sirènes et de les mettre au sous-sol ou sous les escaliers dans la maison parce que je ne savais jamais si ces sirènes allaient amener à un frappement des bâtiments où on y était. Donc, pendant deux ou trois nuits de réveillage comme ça, en pleine nuit, quelquefois par la nuit, et en les mettant en sous-sol, j'ai pris la décision que c'est tout. Je ne vais pas laisser Poutine voler l'enfance de mes enfants. Et cette histoire que je vous raconte, c'est mon histoire à moi, mais il y a plein de parents qui font cette décision vraiment très, très difficile en Ukraine. On met nos enfants à l'abri. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de 10 millions Ukrainiens déplacés. Presque 4 millions d'entre eux sont déjà réfugiés en Europe, surtout en Pologne et dans les autres pays voisins de l'Ukraine. Ce sont des gens qui aimeraient le plus au monde, on aimerait retourner à nos maisons, on aimerait retourner à une vie de paix, mais on ne peut pas le faire autant que Poutine continue son agression contre l'Ukraine.
C'est vraiment une guerre d'agression qu'on peut survivre, soit si on a les armes nécessaires à nous battre et à nous défendre pendant que les armées russes et l'économie russe est épuisée, ou si la communauté internationale intervient et se met épaule à épaule avec l'armée ukrainienne et commence à se battre ici. Donc, vous avez peut-être dans les nouvelles, vous avez peut-être entendu les appels des Ukrainiens pour une no-fly zone, donc une zone aérienne qui pourra donner la sécurité à l'espace aérien ukrainien. Ça, c'est vraiment très important parce que les Russes nous frappent chaque nuit plusieurs fois dans plusieurs villes en même temps avec des missiles et des bombes et surtout avec des armes interdites par les conventions de Genève et par le droit international humanitaire. Ils nous frappent avec des armes qui font exprès souffrir les civils. Les atrocités qu'on témoigne chaque jour ici en Ukraine, vous savez, je pense que ça n'est arrivé dans aucune guerre. Et c'est le plus difficile à comprendre comment ça se fait qu'en plein 21e siècle en Europe, on doit témoigner toutes ces atrocités. Il y a 2 nuits que j'ai eu des informations d'un hôpital d'enfants à Zaporizhia qui a admis des victimes, des familles, des mamans avec des enfants, avec des blessures vraiment incompréhensibles, puisque c'était une maman qui était admise, qui a perdu qui a perdu une jambe et 2 mains parce qu'elle couvrait avec son propre corps les corps de ses 2 petits-enfants. Sa fille aînée, son enfant aîné, elle a perdu une jambe. L'autre enfant a eu plusieurs blessures parce qu'elle a été tirée dessus avec avec des armes, avec des kalachnikovs ou n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il faisait cette maman avec ses enfants? Elle essayait de sortir par les couloirs humanitaires, par les couloirs verts, comme les Russes les appellent, pour être évacuée de Mariupol. Mais ces couloirs verts, ils tournent rouge avec le sang de nos enfants et le sang de leur mère en minutes, en secondes, quand ces gens-là, ils sortent. Et c'est ça qu'on vit chaque jour, la douleur de ces familles, la douleur de ces femmes, la douleur de ces enfants et la douleur de chacun et chacune ukrainienne qui sont là et on le vit avec. Et on devrait y vivre avec pendant des années et des années. Mais ce que l'Ukraine fait, ce que je voudrais que vous compreniez, que ce que l'Ukraine fait maintenant, c'est pas seulement que nous nous battons pour notre propre liberté et pour notre droit de vivre comme un pays démocratique, un pays souverain. Mais on se bat contre l'agression russe. L'agression, c'est bien sûr un crime international, mais ça, c'est du langage de droit international qui est un peu sec et qui ne convient pas tout à fait à la situation qu'on a ici. Mais cette agression russe, si ce n'est pas arrêté, elle va seulement élargir et agrandir. Poutine, il est un homme très avare, il est un leader très avare. Il a cette fantaisie qu'il va rétablir un empire russe qui sera plus grand que l'Union soviétique, plus grand que les empires que la Russie a eu pendant l'histoire. Et il veut lui-même, Poutine, il veut lui-même être plus grand que Hitler et Staline. Donc, c'est vraiment un terroriste et un dictateur qui est déjà leader de la Russie. Il ne va pas s'arrêter à aucun point, surtout s'il comprend que l'Ukraine est seule contre toute son grande armée. C'est pour ça qu'on fait des appels tout le temps pour qu'on a des moyens
Un problème de son. Laetitia, on ne t'entend plus. Ah, vous pouvez pas m'entendre? Et maintenant, c'est bon? Donc, c'est vraiment impératif qu'on combatte Poutine avec tous les moyens qu'on a. Non seulement les armes dont l'Ukraine a besoin pour se battre pour nous-mêmes, mais aussi pour un monde sain et sauf, pour la sécurité mondiale. Mais c'est aussi important qu'on essaye à décomposer la Russie de l'intérieur. Et cette décomposition se fait avec des moyens économiques. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que nous, les Français, qu'est-ce qu'on peut faire? Chaque personne peut faire son petit morceau dans cette guerre, dans cette lutte contre les régimes autoritaires. Donc, il y a bien sûr ces grandes marques, ces magasins qui restent toujours en Russie et qui cyniquement disent qu'ils vont faire plus d'argent maintenant que les autres magasins, les autres entreprises sont déjà sortis de la Russie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre votre argent et aller ailleurs. Il y a le grand magasin comme Auchan. Je suis sûre que vous avez plusieurs d'autres magasins où vous pouvez aller faire votre course en France. Il y a Métro, il y a aussi le Roi Merlin. C'est tous les magasins qui ont décidé qu'ils vont rester en Russie parce que cette guerre-là leur donne la chance de faire plus d'argent. Vous pouvez simplement voter déjà avec votre argent et saisir de faire vos achats dans ces magasins. En plus, dans votre région, dans des autres régions, il y a ces magasins en France aussi. Vous pouvez les boycotter et demander de les retirer de vos régions. Oui, ça peut sembler d'être un peu dramatique, mais de toute façon, vous devez comprendre que ces magasins-là, s'ils ne se retirent pas de la Russie, ils font un grand don, un grand investissement dans l'économie russe. Les impôts qu'ils payent, ils achètent des armes qui sont après utilisées pour tuer les Ukrainiens. Les Ukrainiens comme moi, comme mes enfants, comme Alona, comme Alexis qui nous a rejoints maintenant. Donc, c'est vraiment un appel à vous pour essayer pas essayer, mais pour faire ce que vous pouvez, et vous pouvez faire beaucoup, pour arrêter cet échange économique qui est construite sur les vies ukrainiennes, mais surtout aussi sur les risques que ça pose pour l'existence de l'Ukraine, et ça est lié déjà et ça, c'est lié déjà aussi à le système de sécurité et défense mondiale, et c'est votre sécurité aussi. Je vais donner la parole à Alexis et j'ai encore une petite information à vous donner aussi, mais je vais passer la parole à lui. Peut-être il va déjà couvrir le sujet des plantes nucléaires en Ukraine. Mais sinon, on va retourner à ça et je vais vous donner encore quelques informations pourquoi c'est vraiment important que la Russie et Poutine et son armée sont arrêtés le plus vite que possible. Merci. Bonjour, premièrement, merci beaucoup pour cette conférence, cette possibilité de parler avec vous. Je vais dire pas beaucoup, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pris parti dans le BFM TV, c'est le TV chaîne, oui, en France, et près de moi, c'était porte-parole de l'ambassade russe à France, à Paris, à parler. Et j'ai écouté cette conspiration et mais c'est malade que j'ai écouté.
de néo-nazis en Ukraine, de tous les nazis, tous les fascistes et comme ça. Je voudrais dire que moi, mon langue première est russe. Je suis né en Odessa. C'est la plus grande ville de sud d'Ukraine. C'est la plus grande ville du mer Noir. Et moi, je ne peux pas être nazi et je suis sûr que je sais plus de, plus de poèmes des écrivains russes qui est Poutine et toutes les compagnies de Poutine. Et il n'y a pas de nazis en Ukraine. Ces nazis qui sont bombardés notre ville, qui tuaient notre enfant, qui tuaient femmes en Ukraine, c'est Poutine et nazi avec les armées russes. C'est important pour moi de dire à vous. Et le deuxième, oui, avec cette compagnie, c'est pas seulement le roi Merlin, c'est le roi Merlin, Auchan, Danone, Decathlon qui travaillent à Russie. Je pense que maintenant, c'est la question de valeur. Et ce n'est pas la question seulement d'économie. Ce n'est pas c'est la question de valeur et travailler à Russie et payer à le budget de la Russie, c'est payer pour tuer les enfants d'Ukraine. C'est quelque chose pour moi très incroyable. La Russie maintenant est absolument toxique et toutes les compagnies doivent partir de la Russie. Et je pense que c'est la responsabilité sociale de ces compagnies, de ces sociétés. Et le business, l'économie doit avoir aussi la responsabilité sociale. Et c'est important. Et aussi, je voudrais adresser à vous deux questions de l'Ukraine comme candidate à membre de l'Union européenne. Bien sûr, maintenant, nous avons nous sommes sûrs que oui, c'est impossible pour l'Ukraine devenir le membre du Conseil européen demain. Oui, c'est impossible. Mais ce sera très, très important signal, très important signe politique pour les gens ukrainiens qui est les pays européens et la France comme un des le plus importants pays européens, voir l'Ukraine comme membre du famille de nations européennes. Et c'est très, très important pour nous. Dans ce moment, pas demain, pas en un, non, aujourd'hui. Parce que pour nous, c'est la question de notre futur. C'est très, très important pour les gens voir notre futur et cette grande possibilité que notre nation a après la victoire contre Poutine. Et la dernière chose, c'est la guerre c'est la guerre pas seulement contre l'Ukraine, non. C'est la guerre de Poutine contre les valeurs du monde civilisé. Le droit de l'homme, la légalité, la fraternité, la liberté, les valeurs de la Révolution française. Et maintenant, l'Ukraine défendre et battre pour ces valeurs. C'est pourquoi pour nous très important avoir la France avec nous dans ce battre. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je peux avec mes collègues
répondre à ces questions. Mais encore une fois, merci beaucoup pour la possibilité de parler avec vous. Et encore une fois, excusez-moi pour mon français, je n'ai pas beaucoup de pratique en français, pas beaucoup de pratique en anglais, mais pas beaucoup de pratique en français, malheureusement. Oui, mais j'espère qu'avec pratique, avec plus possibilité de parler avec vous, mon français amélioré. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Et je veux ajouter quelques mots à ce dont mes collègues ont parlé. J'avais un ami, il s'appelait Denis. Nous nous connaissons depuis 2014, date à laquelle il est parti pour la première fois à combattre la Russie. Tranquille, calme, avec un merveilleux sens de l'humeur, Denis était en personne brillante. Il était, car maintenant, il y a 2 jours, et quand il est mort en défendant Mariupol. Avant de mourir, Denis a raconté ce que les Russes ont fait à Mariupol et à ses habitants. Il n'y a plus d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de gaz dans la ville depuis plus de 3 semaines. Les gens mangent des produits gâtés avec de la moisissure. Ils mangent des aliments pour animaux, pour les chats, pour les chiens. Les gens boivent l'eau de cuvettes de toilette. Et quand il n'y a pas d'accès, ils boivent l'eau des flaques d'eau. En 2022, dans un pays européen, à 3 heures de vol de Paris, les gens mangent de la nourriture pour chiens et boivent l'eau des flaques d'eau. Et ces personnes sont majoritairement russophones. C'est ce qu'on appelle le monde russe. Et c'est qu'on appelle la dénazification et l'opération spéciale. Et c'est que ce soutient les entreprises qui travaillent encore en Russie, qui payent des impôts, ce sont ces taxes qui permettent à la Russie de créer des conditions aussi brutales dans un pays européen in ce siècle. Et cela doit cesser. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et quiconque ne soutient pas de telles actions de la Russie ne devra pas soutenir ces opérations en Russie. Et les entreprises et les pays doivent cesser d'être complices de ces crimes. Et je vous demande de apporter-le à votre entreprise. Ils pensent que ce n'est que de l'argent, mais c'est la mort, la sang et la souffrance que ces entreprises financent avec cet argent. Merci. Madame Fressos? Oui, merci beaucoup, Jennifer. Voilà, je crois que je ne peux pas mettre la caméra. Pascal Fressos, je suis présidente d'une ONG internationale qui s'appelle l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable et j'ai beaucoup travaillé avec Jennifer de Timmerman, notamment pour l'organisation d'un colloque pour mettre l'agenda 2030 au cœur des débats en fait. Voilà, et faire en sorte qu'il soit davantage pris en compte au niveau gouvernemental, mais au niveau des collectivités locales. Et cet agenda 2030 des Nations Unies eh bien, prend en compte bien évidemment ces questions de paix, de climat et de durabilité. Donc, tout comme Jennifer, je suis particulièrement sensible à la situation que vous vivez et je trouve que vos témoignages ont été absolument bouleversants. Donc, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Sachez que effectivement, les Français, vous le savez, sont très sensibles à ces questions. Et évidemment, voilà, on est absolument bouleversé d'entendre ce que vous nous racontez. Et bien évidemment, on a beaucoup d'empathie et de compassion.
Et Lecia, j'avais peut-être une question un peu personnelle à vous poser. C'était par rapport à vos enfants. Je voulais savoir effectivement comment vous vous organisez. Vous avez dit que vous avez dû vous en séparer malheureusement. Donc voilà, c'est une question un peu personnelle pour savoir où est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassurés, est-ce qu'ils sont en sécurité, est-ce qu'ils sont encore en Ukraine ou dans un autre pays. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est vraiment une guerre de domination contre les libertés individuelles, contre les libertés et les valeurs occidentales, comme vous l'avez dit, et est-ce que du coup vous voyez quand même une issue favorable parce que certains considèrent que l'armée russe n'aura pas suffisamment de moyens pour continuer à attaquer Kiev et d'autres villes principales. Voilà, donc est-ce que vous avez en tout cas un espoir pour qu'il y ait une fin proche à ces combats et savoir effectivement comment modestement effectivement on peut vous aider, ou en tout cas comment la France peut continuer à vous aider de manière efficace et pertinente, en plus de ce que vous avez suggéré comme recommandation par rapport aux entreprises françaises. À propos de mes enfants, tout d'abord, oui, ils sont à l'abri et c'est ça qui me rend plus calme qu'auparavant quand il était avec moi. Et comment j'organise ça? Ben, j'ai de la chance puisque j'ai de la famille qui peut prendre soin d'eux. On est dans le 21e siècle, donc ça fait bien d'avoir les téléphones avec les caméras, on communique comme ça. Et en plus, j'ai de la chance parce que j'ai pu sortir déjà quelques fois pour les revoir. Mais de toute façon, c'est un choix qu'on fait. C'est vraiment important de faire les civils, les petits-enfants, les vieux gens, sortir des grandes villes, des grandes agglomérations de la population, puisque on sait déjà que les civils sont la cible principale de l'armée russe. Donc, pour que nos armées ukrainiennes peuvent faire leur travail le mieux possible, on doit faire ce travail plus facile pour les civils quand même en temps de guerre. En plus, en temps de cette guerre, il pose une très grande difficulté pour l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, c'est quand même pas des barbares comme l'armée russe. Donc, quand il y a des gens civils qui restent dans les villes, dans les villages, tout d'abord, l'armée ukrainienne se concentre sur le besoin de les protéger. Cependant, si les civils sont hors des zones de combat, donc l'armée ukrainienne peut faire son travail principal, c'est de liquider l'agresseur et l'armée russe. Donc, pour ça, moi, j'ai retiré mes enfants et j'essaie de faire le plus possible, de retirer toutes les femmes, les enfants, tous ceux qui ne peuvent pas tenir des armes des grandes villes et des zones de combat. Donc ça, c'est quant à moi. J'ai bien aimé votre intervention sur l'environnement parce que, en effet, je fais partie de la comité du Parlement ukrainien sur l'environnement et justement, je suis aussi chef de la sous-comité sur le climat. Et vous savez, l'année dernière, on a participé à COP26, la plus grande conférence sur le climat. Et déjà, là-bas, c'était établi que les guerres sont les premières sources des hasards environnementaux et aussi de l'aggravation de la situation autour du climat. Donc, pour nous, c'est un grand problème maintenant. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que en Ukraine, c'est surtout, cette guerre, elle a surtout un grand prix sur le climat. C'est un vrai écocide qui se passe à ce moment, un écocide qui devient pas un génocide, mais un risque pour toute la population globale. Tout d'abord, le fait, c'est que 52% de l'énergie qui est produite en Ukraine, c'est de l'énergie nucléaire, à peu près comme c'est en France. Donc, en Ukraine, on a 5 plantes nucléaires.
et ça fait 15 réacteurs nucléaires. Ça se fait maintenant que l'armée russe a déjà obtenu contrôle sur 2 de ces plantes. Une d'elles, c'est la plante de Tchernobyl. Tout le monde connaît cette plante à cause du grand désastre qui a eu lieu en 1986. Et l'autre, c'est la grande plante nucléaire de Zaporijia. Et cette grande plante nucléaire de Zaporijia est la plus grande en Europe. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui peut se passer quand c'est l'armée russe qui a le contrôle sur ces plantes. Le fait, c'est que à Tchernobyl, l'armée russe n'a pas donné accès à la plante pour changer les opérateurs. Donc, les opérateurs ont fait leur travail pendant 600 heures. 600 heures. Quand d'habitude, ils doivent changer chaque 12 ou 24 heures. Donc, vous pouvez vous imaginer dans quel état ces gens-là, ces professionnels devaient faire leur travail pour garantir la sécurité nucléaire de la région, du pays et aussi du monde entier. À ce moment-là, quand on parle, il y a des feux qui sont commencés en zone de Tchernobyl. Qu'est-ce que ça... Et les Russes, ils ne laissent pas nos pompiers ukrainiens à extinguer le feu. Ils ne font pas ça lui-même parce qu'ils n'ont pas des réseaux pour le faire. Donc, ces feux-là sont responsables déjà pour une smog qui est à Kiev dès aujourd'hui. Déjà, on remarque des montants des chiffres de radiation nucléaire à Kiev. À Zaporijia, la plus grande plante nucléaire en Europe, c'est une autre situation. Les Russes ont aussi contrôle. Donc, si un de ces jours, Poutine, par exemple, donne l'ordre à son armée de pousser quelques boutons ici, là, le monde va voir une explosion, une catastrophe nucléaire d'un niveau que le monde n'a jamais vu auparavant. Et cette catastrophe nucléaire va affecter non seulement les Ukrainiens, mais toute l'Europe et le monde entier. Et vous savez, quand on me dit, quand je parle dans des grandes émissions de télévision ou quand je parle avec des politiciens et des représentants des gouvernements des pays différents, on me dit souvent que, regardez, on ne peut pas vous donner cette no-fly zone ou on ne peut pas être là sur Terre en Ukraine parce que ça va mettre notre population, nos gens en risque parce qu'après Poutine va attaquer les autres pays de l'OTAN et tout ça. Moi, c'est pas un argument pour moi. Je prends pas cet argument parce que en effet, et après il y a un autre argument que vous savez que Poutine il a déjà des armes nucléaires, donc il peut les envoyer vers nos pays. Non, il n'a pas même besoin de le faire. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de ordonner ses soldats à pousser quelques boutons sur cette plante nucléaire de Zaporijia. Et c'est tout. Voilà, vous avez une catastrophe nucléaire. Et bien sûr que Poutine va essayer de faire semblant que c'était les Ukrainiens qui sont responsables pour cette catastrophe. Donc, vous devez comprendre cela et c'est pour ça qu'on vous demande de pousser votre gouvernement et votre président et vos parlementaires aussi pour qu'il agisse et puis pour qu'il aide les Ukrainiens, l'armée ukrainienne surtout, de repousser cette agression russe et d'arrêter ces atrocités qui sont commises par Poutine, non seulement contre les Ukrainiens, mais contre le monde entier. Parce qu'à ce moment-là, quand on parle à chaque minute, vous, les Français, vous êtes en péril, en danger d'être soumis à une catastrophe nucléaire vraiment de grandeur jamais vue auparavant.
Et quant à votre question, qu'est-ce que Poutine peut faire, comment il peut continuer en Ukraine, vous savez, son but général, sa mission, c'est d'exterminer l'Ukraine comme un pays indépendant et de rétablir un empire russe, comme je le dis. Il va concentrer toutes ses forces sur cela. Il n'a pas de moyens à ce moment pour faire la guerre contre la France ou le Royaume-Uni ou n'importe quel pays de l'OTAN ou de l'ONU. Mais c'est encore plus de raisons que les pays de la communauté internationale doivent joindre leurs efforts et doivent être là sur terre et dans les ciels ukrainiens, dans les mers ukrainiennes pour combattre cette atroce agression russe qui va envahir le monde entier si ce n'est pas arrêté en temps. Et le temps, c'est déjà maintenant. Donc, Alain Dubois, je suis président d'une association, d'une ONG, les acteurs régionaux du développement durable, acteurs régionaux en France, à travers la France. Et bien évidemment, c'est un peu compliqué de constater ce que vous subissez. Mon intervention portera sur les entreprises. Vous avez raison, on est persuadé que nos entreprises, en tous les cas françaises, particulièrement nos entreprises françaises, doivent être au rendez-vous de la solidarité. C'est vrai qu'il n'est plus question pour nous de penser égoïstement à l'argent qui nous échapperait, du fait de ne plus faire de business en Russie et également du fait d'un abandon de nos usines. Et donc, nous devons réfléchir. Je voyais les IA et les autres parler des entreprises. Il y a Danone, il y a Renault, il y a Decathlon, il y a Auchan, il y a le Crédit Agricole, il y a Leroy Merlin. Vous savez que Decathlon, Auchan et Leroy Merlin, par exemple, font partie d'un même groupe qui s'appelle le groupe Mullier, qui est ici chez nous dans notre région du nord de la France. Et nous devons, en tous les cas, nous, Français, nous engager à faire en sorte que ces entreprises arrêtent de travailler en Russie. C'est un choix qu'il nous faut faire, qu'il nous faut dire, qu'il nous faut répéter. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas qu'un choix économique, c'est un choix de solidarité, c'est un choix sociétal pour empêcher ce que vous nous racontez et qui est dramatique. Et là-dessus, je pense qu'on va pouvoir regarder avec Jennifer de Temerman, avec d'autres, je vous assure, un certain nombre de nos compatriotes sont en tous les cas sur cette longueur d'onde pour faire en sorte que ces entreprises quittent la Russie, voire même, je pense que nous devons leur demander sur ce qu'ils produisent, sur les bénéfices qu'ils en tirent. Je pense à Total, par exemple, je pense au Crédit Agricole, je pense à la Société Générale, Crédit Agricole et Société Générale qui sont deux banques. Je pense qu'ils ont au travers des profits qu'ils font chaque année, je peux vous dire que ça se compte en milliards d'euros, doivent pouvoir vous apporter la contribution également en dehors de notre pays, en dehors de notre Europe, apporter également une contribution financière de façon à vous aider. Et là-dessus, nous allons regarder du côté des ONG, du côté des associations, à faire en sorte de faire entendre cette voix-là, qui est le retrait des entreprises russes, des entreprises en Russie, l'aide apportée de nos entreprises vers votre pays. Ensuite, nous avons à regarder l'avenir, parce que l'avenir, il sera là. Et vous avez raison j'allais dire, de vouloir rentrer en Europe
Vous avez raison, parce que sans l'Europe, nous ne serons rien. Nous sommes des Européens convaincus et il y a des pays comme le vôtre que nous devons recevoir. Bien évidemment, ça va prendre du temps, ça va prendre quelques années, mais nous devons essayer de trouver une formule qui pourrait finalement vous donner le statut privilégié, en tous les cas, d'un pays qui est aux portes de l'Europe, qui ne peut pas entrer maintenant. Il faut le comprendre, parce qu'il y a un certain nombre de choses à pouvoir mettre en place, mais qui doivent vous donner un statut privilégié. C'est un travail que l'on peut mener, en tous les cas, que l'on doit mener avec nos parlementaires. Jennifer est députée, nous avons des amis qui sont sénateurs, donc il y a tout ce Parlement français. Nous avons des amis également qui sont députés européens et nous devons pouvoir travailler sur ce sujet-là. La dernière chose, c'est que nous avons aussi chez nous, ici, particulièrement là où nous habitons, une entreprise de textile qui travaillait chez vous, en tous les cas, qui a des ouvriers chez vous, et je peux vous dire qui s'appelle Le Nerf Cordier, et là-dessus, nous savons que ces personnes-là sont en permanence pour faire des liens, des réseaux, pour faire des rigoles qui permettent également de pouvoir apporter un soutien logistique comme dans de nombreuses communes, dans de nombreux territoires français, de façon à pouvoir vous aider à faire en sorte de continuer à vivre. C'était assez désespérant pour Mariupol, parce que finalement, c'est vrai que on ne peut pas admettre que des gens puissent ne plus se nourrir. Et on ne peut pas admettre que ces gens-là soient forcés de boire tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez compter sur nous. Avec Jennifer, c'est vrai que le peu que l'on peut faire, on le fera, mais nous ferons plus encore de façon à vous aider. La semaine dernière, au Conseil régional, on a le consul honoraire d'Ukraine dans notre région qui est intervenu pour dire que parmi ce qui était envoyé, il fallait arrêter d'envoyer notamment des vêtements, parce qu'il avait l'air de dire qu'il y en avait trop, que vous crouliez sous les vêtements. On a bien entendu tout ce que vous nous avez dit d'autre sur les besoins, et vous voyez, on est nombreux à être engagés là-dessus. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser si ces convois continuent depuis la France vers l'Ukraine, vous auriez besoin qu'on mette quoi dans ces convois, en fait, qui serait vraiment utile? En effet, je voudrais commencer pour dire vraiment merci pour votre mot gentil et pour votre soutien. Et je peux vous dire que moi, j'ai fait des années d'études à Paris, il y a longtemps. Et j'ai travaillé aussi dans le cabinet d'avocat, comme un assistante d'avocat en France, à Paris. Et j'ai jamais vu tel soutien et tel support de tous mes amis, de tous mes boss français, de tous les gens que je n'ai pas parlé pendant 12 années maintenant. Et cet soutien et cette aide humanitaire et tout ça, c'est incroyable, vraiment. Et il faut que nous remercions pour tout ça, vraiment. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont parties. Il y a beaucoup de compagnies françaises qui se sont parties de la Russie. Par exemple, Louis Vuitton, Moet Hennessy, la plus grande compagnie. Et en effet, il y a 120 ou plus de 120 boutiques de cette compagnie en Russie. Ils se sont partis presque la première. Et ça, c'est une décision pas facile économiquement, mais ils ont fait. Et ça, c'est vraiment un super soutien pour nous. Et c'est aussi, ça marche avec les pressions sur le gens et sur les élites politiques qui sont près de Poutine. Parce que ce n'est pas juste les Poutines, c'est aussi toutes les classes politiques. Il y a beaucoup de membres du Parlement russe qui se sont votés pour envoyer les armes en Ukraine. Je sais déjà que moi, Lesia et tous les membres du Parlement qui parlaient avec vous aujourd'hui, nous sommes tous dans la liste noire, liste d'être tués, en effet, ou prendre l'otage. Et ça, ça dépend aussi de FSB, des élites politiques, de membres du Parlement russe, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de cette pression sur eux. Et
Et je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de soutien de la part de jeunes français, il y a beaucoup de soutien de la part de compagnies et de business. Mais vraiment, si je peux vous demander de faire plus pour les compagnies qui sont là-bas, comme Auchan ou Leroy Merlin, on a déjà commencé une grande demande en Twitter, en Facebook, en Instagram, avec le hashtag Bloody Trade en anglais, et c'est la commerce sanglante, en effet, en français. Et je sais que chaque Français qui fait un appel à ces compagnies allait demander d'arrêter le business pour maintenant. C'est temporaire, c'est ça, c'est pas pour toujours, bien sûr. Et Poutine ne va pas rester en Russie pour toujours. Je suis sûre qu'on va voir Poutine à la haie pour les crimes de guerre qu'il a fait déjà. Mais je pense que chaque post et chaque tweet et chaque post en Instagram ou n'importe où, avec ce hashtag de commerce sanglant ou Bloody Trade et appel à ces compagnies en France, c'est très important. Et c'est vraiment, ça prend beaucoup de pression et on peut le faire vraiment en ensemble. Et pour une autre question que vous avez posée, pour une aide, pour nous, c'est un petit peu bizarre parce que nous avons déjà nous avons les argents. Et notre armée et notre ministère des Finances, notre banque, nous avons les argents, mais c'est très difficile d'acheter quelque chose précisément maintenant parce que c'est difficile d'acheter ça en Ukraine. Et la seule moyenne comment envoyer ça en Ukraine, c'est à partir de Pologne. C'est-à-dire qu'il y a les choses que vous envoyez, de choses qui sont besoin maintenant. Mais vous êtes raison que ce n'est pas la nourriture et ce n'est pas le vêtement. Maintenant, c'est vraiment le vêtement spécial pour, par exemple, pour les armoires, pas pour l'armée ou pas pour des défenses territoriales, mais les armoires pour notre docteur qui travaille dans les liens où c'est très dangereux, pour notre volunteers, en anglais c'est volunteers, pour tous les gens qui sont volontaires, qui s'occupent des couloirs humanitaires ou qui sortent qui sont les gens plus âgés ou qui sortent les petits enfants de pompiers. Et ça, c'est aussi très important parce que maintenant, les 3 usines où on peut faire nous-mêmes les vêtements spéciaux pour notre pompier sont sur bombardement au territoire où il y a les bombardements russes et bien sûr que les gens ne peuvent pas travailler là-bas. Et c'est aussi toutes les choses de hygiène personnelle, c'est ça? Comme pour les petits enfants, pour les femmes dans les hôpitaux, pour les enfants dans les hôpitaux. Et il y a la liste de ces produits. Je suis sûre que je peux, moi ou Lesia, vous envoyer cette liste. Et c'est quelque chose que change chaque semaine, mais plus ou moins, c'est ça maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu témoigner. Comme je l'avais expliqué à Lesia, j'ai enregistré l'ensemble de la visioconférence pour pouvoir la rediffuser en fait parce que 18h c'est un peu tôt en France pour les gens qui travaillent. Donc il y a des gens qui auraient voulu se connecter qui n'ont pas pu. Donc je me suis permise d'enregistrer pour pouvoir rediffuser et faire des vidéos qu'on pourra faire tourner. En tout cas, merci.